Merci, Madame Couture. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Peut-être, Madame Carpentier, si vous pouviez ouvrir votre caméra, qu'on puisse vous voir en même temps. Bonjour. C'est avec un vraiment grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, que j'introduis cet atelier conférence qui va vous permettre de réfléchir aux gestes professionnels qu'on peut poser, qu'on soit enseignant ou tout autre professionnel de l'éducation, pour favoriser l'engagement des apprenants. Je vous propose d'aborder cette activité en tentant de porter un double chapeau, ce qui n'est pas toujours évident, mais qu'on réussit à faire. Donc, d'abord, oui, celui d'enseignant ou de professionnel de l'éducation, peu importe votre rôle, mais aussi de l'aborder la conférence atelier avec un rôle d'apprenant, tel qu'on l'est tout le monde tout au long de notre vie. Laissez-vous guider par Mme Carpentier en alternant entre ces deux rôles qui vous permettront d'aborder autrement le rapport au savoir de tout apprenant. Au cours de cet atelier conférence, nous vous proposerons des courts moments de travail en sous-groupe. Donc, vous serez dirigé vers des ateliers à quelques moments, car même en virtuel, on peut créer des liens et on peut travailler aussi en sous-groupe. Quoi de mieux pour apprendre que de réellement expérimenter et s'engager. Merci, Madame Carpentier, d'avoir accepté de nous faire vivre cette activité réflexive et dynamique. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour, je vais partager mon écran. On va commencer par ça. Est-ce que tout le monde va bien? Vous voyez l'écran? Parfait. Donc, bonjour. Je dois d'emblée vous dire que je suis stressée ce matin. Comme Mme Couture l'a mentionné, je suis à la base une enseignante du primaire. Pendant mes années d'études et de pratiques professionnelles, je me suis souvent demandé pourquoi la plupart des formateurs universitaires n'avaient pas une connaissance intime du milieu pratique. Pourquoi plusieurs résultats de recherche étaient très difficilement applicables à ce que je tentais moi-même de faire en classe. J'ai donc fait ma maîtrise et mon doctorat en grande partie parce que j'avais envie qu'il y ait des gens du milieu à l'université. Je suis une jeune professeure de l'Université de Montréal et c'est pour les enseignants que je fais de la recherche et c'est surtout avec les enseignants que je fais de la recherche, que j'enseigne à la formation initiale, que j'accompagne des centres de services scolaires, etc. Vous êtes donc le public qui m'est le plus cher, pour qui j'ai le plus d'estime. Et venir vous présenter une conférence ce matin, c'est excessivement stressant parce que je me dois d'être à votre hauteur, d'être pertinente, de contribuer à vos réflexions professionnelles, en fait. Vous comprendrez que je ne suis évidemment pas dans une posture qui est très directive et que mes intentions ne sont surtout pas de vous dire quoi faire. Vous êtes des professionnels de l'éducation et vous faites déjà votre travail à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Mon intention, c'est plutôt de vous partager différents savoirs issus de la recherche afin que vous puissiez utiliser ce que vous jugez pertinent dans les gestes professionnels que vous faites déjà. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer en se questionnant sur le processus d'apprentissage de tous les êtres humains. Parce que les enfants comme les adultes ne peuvent pas apprendre d'un seul coup et faire les choses parfaitement dès le premier jour pour toujours. Les êtres humains, on apprend par à-coups, selon un processus qui est progressif, qui consiste souvent à apprendre partiellement quelque chose, à l'oublier, idéalement la réapprendre ensuite progressivement, tenter de la mettre en application de façon très approximative, régresser un peu et cheminer là-dedans jusqu'à ce qu'on assimile notre nouvelle connaissance, notre nouvelle compétence pour de bon. Et quand on dit pour de bon, c'est quand même temporaire, le pour de bon. Il devient de plus en plus efficient avec le temps si je continue de me pratiquer. Donc, dès la naissance, et possiblement même avant, là, selon certaines recherches, les êtres humains s'engagent dans différents processus d'apprentissage. Les expériences de la petite enfance seront très déterminantes dans le rapport au savoir que nous allons entretenir tout au long de notre vie. Donc, certes, les enfants arrivent à l'école avec des connaissances antérieures variées, avec de multiples savoirs expérientiels, mais aussi avec déjà un rapport au savoir qui va influencer grandement leur appropriation et leur processus d'apprentissage. Faire en sorte que les élèves retiennent ce qu'on enseigne, un des grands enjeux du milieu scolaire. On a tous, en tant qu'enseignants, à un moment donné, été fâchés ou frustrés d'avoir bien enseigné une notion et de se dire, mais pourtant, j'ai fait
idées, j'ai fait des entretiens, j'ai vraiment essayé et de se rendre compte qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, avant l'examen ou après l'examen, les élèves avaient un peu tout oublié pour plusieurs, d'autres s'en souvenaient un peu partiellement et seulement certains avaient encore cet élément-là en tête fraîchement. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une compréhension du processus normal d'apprentissage et surtout du processus normal d'oubli des connaissances pour essayer de nourrir nos réflexions professionnelles et de faire des choix en fonction de ça. Voilà. Donc, je vous propose en fait d'observer différents éléments liés au processus d'apprentissage, la zone proximale de développement, l'étayage de notions, la temporalité, mais aussi de s'intéresser à l'ABC de la mémoire un peu, comment la mémoire de travail fonctionne. Donc, pour la zone proximale de développement, on sait que les enfants sont plus attentifs et qu'ils apprennent davantage lorsqu'ils comprennent mieux. Quand on comprend ce dont la personne en avant de nous parle, on est plus attentif et on a plus de chances d'être en train d'apprendre. La plupart des gens associent ce principe-là à Lev Vygotsky, qui a dit que nous apprenons mieux quand la matière se situe dans une certaine zone proximale de développement. Et ça veut dire que ça signifie qu'en déterminant ce qu'un enfant peut accomplir seulement avec un peu d'aide ou de répétition, on peut déterminer non seulement ce qu'il sait, mais surtout ce qu'il va pouvoir être capable d'apprendre par la suite. C'est là où il nous dit que la zone proximale de développement, ça définit les fonctions qui ne sont pas encore pleinement développées, mais qui sont en processus de maturation. Exemple concret, dans une salle de classe, des enfants qui, je vais lire celui qui est en jaune, là. Louis nous informe de ce qui se passe autour de nous. On peut entendre claquer des draps au vent sans les avoir vus. On peut entendre aboyer un chiot qu'on ne voit pas. On peut entendre sonner le téléphone. Il y a des enfants qui, pendant 180 jours par année, écoutent des choses qu'ils connaissent déjà, qu'ils maîtrisent déjà. Et on ne peut pas être engagé. Je ne pourrais pas, pendant 1h15 ce matin, vous parler de choses que vous connaissez par cœur, sans perdre complètement votre attention, puis que vous alliez prendre vos courriels. De l'autre côté, celui qui est en vert, le but de la présente recherche est de tenter de développer des inhibiteurs de type décalinique à faible poids moléculaire via un design par modélisation, etc. Il y a des enfants dans nos classes au Québec qui, pendant 180 jours, ont un peu l'impression que c'est comme ça qu'on parle, que c'est comme ça qu'on leur parle. Et finalement, il y a celui qui est en bleu. Savez-vous que la tendre et délicieuse noix de cachou est la graine d'un fruit que l'on nomme tout simplement pomme de cachou? Contrairement à nos bonnes vieilles Macintosh, ce n'est pas dans la pomme que se développe le cachou, mais à l'extérieur de celle-ci, collée contre la région inférieure du fruit. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous venez d'apprendre quelque chose. Vous ne saviez peut-être pas que la fameuse noix de cachou que nous on mange, elle pousse sur une pomme à l'extérieur. Pour pouvoir l'apprendre, il fallait savoir c'était quoi une noix de cachou, il fallait savoir c'était quoi une Macintosh, il fallait avoir un référent de l'arbre et tout ça. Il y a plusieurs recherches qui nous montrent que pour apprendre quelque chose de nouveau, on doit connaître 80% de ce qui nous est enseigné. C'est beaucoup 80%. Donc, pour ajouter une petite notion, les élèves doivent connaître 80% de ce que je vais parler. Lorsque c'est dans un écrit, par exemple, si en sciences ou en univers social, je veux faire lire un texte dans lequel je veux que les élèves apprennent quelque chose de nouveau, c'est beaucoup plus nombreux. On parle de 90% de connaissances qu'ils doivent déjà maîtriser et ils doivent maîtriser 98% du vocabulaire pour être capables d'y avoir accès. Alors qu'à l'oral, on parle de 90% du vocabulaire plutôt que 98% à l'écrit. Donc, ça veut donc dire que quand on remet des textes à nos élèves pour leur faire lire, on doit se poser la question jusqu'à quel point ils sont rendus capables de lire ce texte-là. Est-ce que j'ai besoin, avant de leur remettre le texte, de leur mettre un peu plus en contexte, de leur expliquer du vocabulaire, de les englober, de les envelopper un peu pour qu'ils atteignent ce 90% de connaissances et ce 98% lié au vocabulaire? Parce qu'on peut très bien parler d'engagement des élèves, essayer de mettre en place des systèmes dans notre classe qui les engagent, d'avoir des pratiques qui sont intéressantes. Si on passe l'année à se faire parler
développer des poids moléculaires de type décalinique, on ne peut pas être motivé. Et on ne peut surtout pas apprendre et mémoriser. Si dans 2 semaines, on se croise, vous et moi, dans la rue et que je vous demande, c'était quoi déjà le type de molécule là, qu'il y avait? Il y a très peu de chances que vous me disiez peut-être décalinique, est-ce que ça se pourrait? Parce que c'est trop loin de ce qu'on fait, c'est trop loin de ce qu'on comprend. Alors que si dans 2 semaines, quelqu'un vous demande est-ce que tu as déjà su, toi, comment ça pousse donc la noix de cachou? Bien, vous avez de fortes chances de vous en rappeler puis de faire le lien entre ah oui, c'est vrai, j'étais à la session de transfert, il y avait une conférence, je ne me rappelle plus nécessairement du nom de la personne, mais je me rappelle qu'elle avait donné un exemple comme ça et vous allez réavoir accès à cette information-là. Donc, d'être dans notre zone proximale de développement, c'est non seulement confortable, mais c'est aussi essentiel pour apprendre. Quand les notions qu'on enseigne, donc, ne prennent pas racine, c'est souvent qu'elles sont hors de portée. Pour arriver à proposer des enseignements et des activités d'apprentissage qui sont dans la zone proximale de développement de nos élèves, sans tomber dans l'individualisation ici, parce qu'attention, mon propos, c'est surtout pas de dire que tous les élèves de notre classe doivent avoir à chaque fois un exercice qui est spécifiquement pour lui. Ce serait impossible. Moi, je n'aurais pas pu le faire et je ne vous souhaite surtout pas de le faire en tant qu'enseignante, enseignant. Donc, l'idée, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt d'essayer de voir comment on peut étayer les notions. L'exemple qui est souvent utilisé ces dernières années, notamment par Yves Nadon, par le Teachers College Writing and Reading Project et compagnie, c'est souvent l'idée que pour être dans une zone proximale de développement, les enfants commencent à faire quelque chose et l'exemple qui est donné, c'est le fameux point. L'enfant qui commence de façon maladroite à mettre des points un peu partout ou à la fin de chaque ligne nous donnerait un indice que cet enfant-là est prêt à ce qu'on lui parle de ponctuation. Pour moi, cet exemple-là, il est pertinent, mais il a ses limites. Si je veux savoir si mes élèves sont prêts à faire de l'addition de fractions, ils ne vont pas commencer par eux-mêmes à faire des balbutiements d'addition de fractions. J'ai besoin de provoquer les choses pour savoir où ils en sont rendus. Donc, il y a des connaissances qui nécessitent une pré-programmation ou une pré-progression pour être capable de voir où en sont rendus mes élèves. Pour ça, il faut un peu se questionner sur le type d'apprentissage qu'on enseigne au primaire. Il y a des apprentissages, pardon, je voulais écrire sur l'écran, mais j'ai oublié que je n'étais pas avec mon iPad. Je ne peux pas écrire sur l'écran comme ça. Celui qui est en escalier. Bon, on a des apprentissages au primaire qui sont très séquentiels, par étapes, où on se dit, il faut que je commence par manipuler tel élément, puis après ça, donc je vais pouvoir y aller comme ça. Celui qui ressemble plutôt à un soleil, on a des savoirs que quand on va déconstruire, on va se rendre compte que plusieurs connaissances mènent à la même chose. Par exemple, lire un mot nouveau ou découvrir un mot que je ne comprends pas en faisant ma lecture. Rapidement, je vais enseigner différentes techniques. Regarde le mot qui vient juste avant et après, relis la phrase, va chercher dans le dictionnaire, demande à un ami, regarde s'il n'y a pas un grand mot caché dans le petit mot. Donc, quand j'enseigne ce type de contenu-là, je sais que j'enseigne une stratégie parmi d'autres que je veux que les élèves essaient. Puis après ça, tout dépendant de la situation, ils décideront si c'est la bonne ou pas. Il y a des connaissances, comme celui qui est circulaire, qui sont vraiment en mode progressif et qu'on n'a pas le choix de faire dans un certain ordre. Comme par exemple, dans mon processus de correction d'un texte. Il faut que je relise, que je repère l'erreur, que je diagnostique le problème, que je le corrige, puis que je poursuive ma lecture. Donc, quand je suis en train d'enseigner ce type de contenu-là, je m'assure que chacune des étapes est faite. Et finalement, il y a des savoirs qui nécessitent une mobilisation complète de plein d'éléments en même temps. Par exemple, trouver le sujet principal d'un paragraphe ou d'un texte nécessite qu'en même temps que je suis en train de lire, je suis en train de repérer le sujet, de quoi on parle. Parce que j'ai plein d'éléments qui vont se faire en même temps. Une fois qu'on a été capable de déconstruire notre notion, donc de faire l'étayage de notre notion, on est capable de revenir juste un peu en arrière pour poser des questions à nos élèves et voir où ils en sont rendus. Exemple concret, décomposer des nombres entiers de façon conventionnelle. Ma première étape, ça serait probablement la manipulation. Par la suite, je vais leur demander d'utiliser les représentations matérielles de la manipulation, mais par dessin.
Je pourrais ensuite leur donner un tableau conventionnel dans lequel il y a les mêmes images qu'on a utilisées, qu'ensuite on a dessinées, pour m'en aller vers un tableau finalement qui n'en a pas. Pour ensuite être capable de les diviser en différents nombres sans tableau. Et peut-être finalement que j'ai certains élèves qui seront capables de jouer avec ça et de dire que il y a 23 fois 10 000 ou qu'il y a 475 dizaines dans ce chiffre-là, dans ce nombre-là, pardon. Donc, cette notion-là, elle serait en mode échelle. Donc, je pourrais, pour connaître les connaissances antérieures de mes élèves, commencer à l'échelon 1, voir comment ça fonctionne, comment ils gèrent dans la classe et continuer par la suite à chacun des échelons. L'idée de ça, lorsque j'étaye une notion, c'est d'abord de savoir où je veux amener mes élèves. Ça ne veut pas dire que je veux amener tous les élèves à la dernière marche, mais je veux savoir c'est quoi la dernière marche potentielle, par contre, pour pouvoir laisser tous les élèves aller jusqu'où ils le peuvent. Donc, l'enseignante qui souhaite, par exemple, représenter, enseigner la représentation conventionnelle de la décomposition de nombres entiers naturels, pourrait prendre les 10 premières minutes d'une période pour faire un mini-enseignement explicite ou une mini-leçon sur la décomposition des nombres en utilisant le matériel. Et par la suite, laisser les élèves aller pratiquer. Pour que ce soit réaliste et pour que ce soit lié à leur niveau de compréhension, pour qu'ils soient tous en apprentissage, c'est important de leur demander de s'impliquer. Donc, ils doivent participer à l'organisation en choisissant d'abord les nombres qui vont décomposer. On va le dire aux élèves, il y en a qui devraient prendre des nombres en bas de 100, il y en a qui devraient prendre des nombres en haut de 1000, il y en a peut-être qui vont vouloir même prendre des nombres décimaux. On leur propose d'organiser le matériel de manipulation. Ceux qui ont besoin du matériel de manipulation doivent le faire. Donc, c'est sûr qu'on a un volet gestion de classe ici à réfléchir pour que ce soit aux élèves de prendre les choses. Quand on est dans une tâche ouverte comme celle-là, où on a des élèves qui vont travailler de différentes façons, c'est important d'avoir une tâche qui est ouverte, qui est donc infinie. Donc, de jour en jour, de 10 minutes en 10 minutes d'enseignement et en ayant beaucoup de pratique, l'enseignante va pouvoir nommer et présenter chacune de ces stratégies-là, par exemple. Et pendant les temps de pratique, elle va pouvoir faire ce pourquoi on est à la base formé, être des pédagogues, circuler dans la classe, faire des entretiens sous-groupe, donner un conseil, prendre 3-4 élèves ensemble et se dire, je pense qu'à vous, je pourrais montrer l'étape subséquente tout de suite pour aller un peu plus loin. Donc, se promener et être les pédagogues qu'on avait envie d'être à la base. Donc, pour les pédagogues et pour les professionnels de l'éducation, faire l'exercice de décomposer une notion en échelle, ce n'est pas nécessairement tout le temps évident au début. Il faut vraiment aller chercher dans notre programme de formation un savoir essentiel puis se dire, comment je le décompose, ce savoir-là? Qu'est-ce que je dois faire pour le mettre le plus possible en petites étapes? On parlait un peu de temporalité juste avant. On sait que pour s'assurer que les enfants soient dans leur zone proximale de développement, il faut segmenter donc les notions enseignées, s'assurer de proposer des activités qui sont ouvertes, qui permettent à tout le monde d'être dans leur zone. Par contre, on sait aussi que pour s'améliorer dans quelque chose, il faut se pratiquer beaucoup et souvent. Dès les années 90, c'est le psychologue d'origine suédoise Anders N. Ericsson qui a développé la théorie des 10 000 heures, que vous avez probablement déjà entendu parler, qui nous dit que pour atteindre un certain niveau d'excellence dans quelque chose, ça prend minimalement 10 000 heures de travail. En 2008, le journaliste new-yorkais Malcolm Gladwell a écrit un livre complet à partir de cette théorie-là sur un peu les clés de la réussite qui s'appelait « The Story of Success », dans lequel il reprenait largement l'idée de la théorie du psychologue suédois sur les 10 000 heures. Et il reprenait un peu l'adage de « le succès, c'est une goutte de talent dans un océan de travail ». Il y a plusieurs chercheurs qui se sont ensuite attelés à la tâche et qui ont voulu aller voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que plus on se pratique dans quelque chose, plus on devient bon? On fait souvent le parallèle avec le sport quand on parle de ça, où on se dit, oui, si je veux devenir bon au tennis, je suis mieux jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup au tennis, puis de ne pas tant avoir des heures et des heures et des heures de théorie sur le tennis, mais d'avoir quelques trucs clés sur le tennis, puis aller les pratiquer, ces trucs-là. Et quand je les ai bien, aller chercher des nouveaux trucs et continuer à les pratiquer.
Par contre, les recherches nous ont montré qu'il ne suffit pas, par exemple, d'avoir 10 000 heures pour devenir exceptionnel dans quelque chose. Et là, en parenthèse, 10 000 heures, là, ça équivaut à 10 ans à 20 heures par semaine à temps partiel ou 5 ans à temps plein à 40 heures par semaine. Donc, évidemment, on ne s'attend pas à ce que tous nos élèves deviennent exceptionnels en mathématiques, en lecture, en écriture. L'idée, c'est de se dire, plus je pratique dans quelque chose, plus je deviens bon, et non pas, on veut que tout le monde fasse 10 000 heures dans tout. Par contre, pour que ça fonctionne, les recherches nous montrent bien qu'il faut augmenter le niveau de difficulté à chaque fois qu'on fait un progrès. L'élève qui reste et qui stagne, c'est plus dangereux que l'élève qui fait de petits progrès tout le temps, mais qui est moins avancé. Plus les choses sont difficiles, plus on a de chances de tomber, plus on a de chances de ne pas réussir. Et lorsqu'on termine ces heures-là de pratique, ces nombreuses heures de pratique, c'est important d'avoir appris à tomber, à se relever, à capitaliser sur les leçons qu'on a tirées de nos erreurs, à recommencer et à réessayer encore. Donc, dans la théorie du 10 000 heures, oui, il y a un nombre impressionnant d'heures à faire pour atteindre l'excellence, mais il y a surtout l'idée d'une progression là-dedans et que plus je me pratique, plus j'ai de chances d'avoir vécu des situations d'échec, des situations de réussite et d'être capable de jongler avec ces deux-là. Cette théorie, donc, a amené Gladwell à questionner la temporalité des activités d'enseignement qu'on fait en classe. Donc, à la base de sa réflexion, c'était les enfants doivent. De l'autre côté, il y a d'autres chercheurs, notamment des chronobiologistes. Dans la vie, il n'y en a pas beaucoup des chronobiologistes parce que nous, on ne sait pas ce que ça fait des fois dans la vie, un chronobiologiste. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps. C'est les gens qui s'intéressent à la durée optimale des choses. Par exemple, la durée optimale d'une année scolaire, d'une journée de travail, d'un horaire de cours. C'est des gens qui font de la chronobiologie, qui regardent en fait comment ça se passe dans notre cerveau quand on fait une activité et combien de temps devrait durer cette activité-là pour être optimale dans mon cerveau. Il y a plusieurs de ces experts-là qui témoignent qu'un adulte neurotypique normal a du mal à concentrer son attention plus de 40 minutes d'affilée lors de l'écoute, par exemple, d'un cours ou d'un discours. Peter Lorentz, qui est un chercheur norvégien, soutient même qu'après 20 minutes, l'attention se relâche pour les étudiants de niveau universitaire des grandes écoles d'Europe. Selon certains chercheurs, dont Bradbury, l'attention humaine ne dépasse pas 20 minutes environ. La concentration et l'attention se met même à décliner à partir de 10 à 15 minutes, tout dépendant des gens. Les célèbres conférences TED, que peut-être certaines d'entre vous écoutez parfois, se sont adaptées en fait maintenant à ce format-là et imposent maintenant des 18 minutes maximum pour les conférences TED. Il y a eu une immense enquête sous la direction de Stacey Stothart en Grande-Bretagne à partir d'un échantillon significatif de personnes qui indiquait que la concentration et l'attention des Britanniques ne dépassent pas en moyenne 14 minutes, des Britanniques adultes. Celle-ci est même de 10 minutes en moyenne au volant. Ensuite, le cerveau du conducteur se met en mode pilote automatique. Cette même enquête a révélé que la capacité d'attention est plus longue, par contre, dans des situations impliquant des amis ou lorsqu'il y a un côté humoristique. Il peut s'écouler jusqu'à 29 minutes à ce moment-là avant que les gens prennent leur téléphone, perdent leur attention, que leur cerveau fasse autre chose. Donc, c'est environ le double. C'est donc normal que nos enfants, que nos élèves, que nous-mêmes soient capables de se concentrer longtemps pour faire un Lego, puis que quand on leur demande d'aller étudier leurs mots de vocabulaire, ce soit beaucoup plus difficile d'avoir ce temps d'adaptation-là. C'est normal, humain. Nous aussi, on est plus capable de, pendant 23 minutes, être accroché à un téléroman que pendant 23 minutes, lire un article scientifique. C'est la nature humaine qui est comme ça. Donc, de ce volet-là, venait l'idée de la capacité maximale d'attention. Alors là, il y a Gladwell qui nous dit qu'il faut se pratiquer plus et tous ces chercheurs-là qui nous parlent de 30, 35 minutes, 40 minutes de mise en pratique.
Et on a les autres chercheurs qui nous disent, bien, les adultes, ça commence à décliner autour de 10-15 minutes. Donc, les enfants, on peut s'imaginer qu'entre 7 et 8 minutes, c'est probablement leur attention moyenne maximale. Raison de plus pour faire des enseignements très ciblés, décortiquer mes notions, puis me dire, aujourd'hui, je vais enseigner juste un petit morceau de ma notion. Je vais en parler pendant 7 minutes. Je vais l'expliquer rapidement. Je vais donner un exemple. On va y revenir et ensuite, je vais aller les faire pratiquer. Ces chercheurs-là nous disent qu'on est mieux d'utiliser notre 35 à 40 minutes pour pratiquer et que pendant ce temps de pratique-là, lorsqu'on observe quelque chose qui est généralisable, faire une pause et dire, OK, faites juste me regarder, j'ai besoin de 3 minutes de votre attention. Je veux vous redire une petite précision qui va vous aider pour continuer votre pratique. Ce 3 minutes-là va être beaucoup plus efficace que le 3 minutes qu'on va ajouter à notre 10 minutes, par exemple, de départ. Donc, commencez par faire une explication très concise et par la suite, peut-être ajouter des 2 ou des 3 minutes au courant de la pratique. C'est ce qui s'avère être le plus efficace pour la recherche. Activité d'exemplification. Donc, mise en contexte rapide, j'aimerais planifier une collation spéciale pour l'Halloween avec les élèves de ma classe, mais évidemment, avec les mesures sanitaires actuelles, je ne peux pas tout apporter, je ne peux pas leur demander de tout apporter quelque chose à la maison. J'ai donc pensé qu'on pourrait préparer un jus de fruits à partager. Je vous présente donc la recette que je veux faire avec les élèves. Donc, jus de sorcière au centre vipère. C'est une recette pour 6 personnes. Voici les ingrédients. L'idée ici, ça va être, je vais arrêter mon partage d'écran à ce moment-ci parce que je vais partager l'écran de mon iPad. L'idée à ce moment-ci, ça va être d'abord, ben là, je vous le dis d'emblée, la recette est pour 6 personnes. On va s'imaginer qu'il faut la multiplier par 5. Donc, mon intention pédagogique, ce sera que mes élèves soient capables de multiplier une fraction par un nombre entier. C'est l'objectif que j'ai en tête. J'ai décortiqué ma notion, bien évidemment, et j'ai choisi une technique que je veux leur enseigner. Par la suite, je vais vouloir qu'ils aient se pratiquer plus longuement. Vous voyez mon écran d'iPad? Sophie? Oui, parfait. Je prends mon Donc, je suis en enseignement avec les élèves et je sais que leur capacité d'attention n'est pas très longue. Donc, rapidement, la première étape, c'était une demi-tasse de framboise et là, on vient de se dire qu'il faut la multiplier par 5. Donc, ma première étape, lorsque je veux multiplier un nombre entier par une fraction, c'est d'abord de l'écrire. Donc, je vais faire 5 fois une demi, ça l'égale... Pas ça, point, ça égale, je vais mettre un petit peu plus grand et voilà, je vais mettre ça ici. Donc, 5 fois une demi, j'écris mon équation. Ma deuxième étape, représenter la fraction. Donc, je vais la représenter. Donc, je vais prendre, il y a 2 parts ici. Je vais représenter ma fraction. Je vais aller la dessiner en rouge, vu que c'est un jus rouge. Je représente ma fraction de départ, une demi. Dupliquer la fraction de départ par le nombre naturel. Donc, comme je sais que je veux multiplier un nombre entier naturel par une fraction, je vais multiplier ma fraction par mon nombre entier. Donc, je vais aller chercher ma fraction et je vais la multiplier pour en avoir 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai donc maintenant, je vais juste les distancer, ça va être plus facile. Et voilà, j'ai donc 5 fois une demi ici. Mon nombre entier, c'est 5. 5. Ma demi, j'en ai 5. On continue. Compter le nombre de parts coloriées égale mon nouveau numérateur. Parce que là, j'ai multiplié mes numérateurs. Là, maintenant, j'en ai 5 qui sont coloriés plutôt que juste 1 pour une demi. Donc, je vais aller les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me le mettre ici. J'ai 5. Inscrire le même dénominateur qu'au départ puisqu'il n'a pas changé. Je n'ai pas subdivisé en plus petit. Je n'ai pas fait des quarts ou des tiers. J'ai gardé des demi, alors je vais garder des demi. Simplifier la fraction. Bien, pour simplifier la fraction, là, dans notre cas, c'est une recette. Pour faire une recette de savoir qu'il faut que je mette 5 demi, bien, je pourrais prendre 5 fois une demi-tasse. Mais si je veux le faire différemment, bien, je pourrais me demander si je veux des tasses complètes, parce que là, je vois que mon numérateur est plus grand que mon dénominateur, bien, je pourrais enlever celui-là puis aller le colorier là pour me faire une tasse complète. Je vais enlever celui-là, je vais aller le colorier là pour me faire une tasse complète. Et il va me rester ici une
demi-tasse. Donc, ça m'égale 2 tasses et demie de framboises fraîches que je devrais mettre à l'intérieur. Ce que je vous propose pour les prochaines minutes, c'est donc d'aller en sous-groupe. Je vais juste... Ouais, d'aller en sous-groupe de travail, d'utiliser ce que je vous ai proposé comme technique. Arrêtez le partage. Je vais vous mettre dans la conversation, en fait, le lien vers le site Internet gratuit pour que vous puissiez vous aussi représenter les fractions. Je vous ai mis les étapes et pendant que vous allez être en salle de travail, je vais vous envoyer la recette. Si vous arrivez dans une équipe où vous vous sentez d'attaque, vous vous dites, moi, je pense que j'ai très bien compris, bien, je vous propose de commencer par une fraction, par exemple, par 1/3 ou l'ingrédient qui est 1 1/4. Alors que si vous arrivez dans une équipe où vous vous dites, oh, attends un peu, là, il y avait beaucoup d'étapes, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, je ne suis pas certaine, je vous propose de recommencer par le même que j'ai fait. Faites-le le 5 fois une demi ensemble pour vous approprier tout ça, puis par la suite, passez à un autre. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Donc, Sophie, elle va faire les équipes et moi, je vais vous mettre la recette en liste. On va se prendre environ 8 à 10 minutes. Prenez le temps de vous présenter rapidement, puis par la suite d'explorer un peu le logiciel, puis d'explorer un peu ce que vous pourriez faire en tâches ouvertes avec ça. Je crois que tout le monde est en train de revenir et pulser dans la salle principale. Bien, on attendait la recette encore qu'on n'a pas reçue. On n'a pas eu la recette. Ah, mais mon Dieu, pourtant, elle est dans le clavardage. Mais on a exploré, Geneviève, la magnifique application. On s'est amusé avec. Vraiment, c'est vraiment bien. Franchement, là. Tant mieux. Ça a permis de le découvrir. C'est correct. Tant mieux, tant mieux. Je pense que le problème, c'est que dans le fond, quand les gens sont partis en équipe, la recette n'avait pas encore été envoyée. Fait que du moment qu'ils sont dans leurs équipes, la recette, elle n'apparaît plus dans leur chat. Parce que moi, je suis restée plus longtemps dans la salle, puis c'est pour ça que je l'avais, puis les autres ne l'avaient pas. Mais moi, nous non plus, on ne l'a pas eu, on ne l'avait pas là, dans le chat. Bon, tu vois, Vincent, on était en train de se dire avec Vincent, on est rendu bon, mais pas tant finalement. Parce que... Mais je l'avais vu pourtant dans le clavardage, la recette, mais effectivement, on aurait pu l'envoyer genre par l'espèce de clavardage intersalle. Là, on aurait pu envoyer la recette ici. Pour nous, en tout cas, on a vu la recette dans le clavardage, mais il restait juste 40 secondes. Ça n'avait pas allumé de petites lumières rouges pour nous dire qu'il y avait quelque chose d'apparu dans le clavardage. On n'a jamais pensé d'aller regarder là. On cherchait partout, puis on est allé voir dans nos courriels, mais ce n'était pas là. Donc, on n'a pas pu tester, mais on le fera plus. Parfait. Les autres, il y avait une enseignante vraiment super qui avait déjà travaillé avec l'application puis qui nous l'a remontré un petit peu. Fait que c'était vraiment génial. Puis pour peut-être la prochaine fois, on aurait aimé ça qu'elle puisse partager son écran parce que là, elle avait son Chromebook avec son autre. Fait que si c'était possible de partager l'écran, ça nous aurait bien aidé. Bien, nous, là, dans notre atelier, il y avait du monde qui l'avait déjà utilisé. Puis il y en a qui sont allés demander pour partager l'écran. Donc, ça a été génial. Donc, ça s'est super bien passé, là. Puis, on a inventé une fraction, puis on arrive, puis elle était là. Fait que ça fait bien. Tant mieux. Si on fait du pouce sur ce qu'on se disait tantôt et ce que vous avez fait, mais en fait, moi, quand j'ai choisi d'utiliser l'addition répétée, parce que c'est ce que j'ai choisi de faire dans ma démonstration, en fait, et là, on était vraiment dans une notion, par exemple, qui est pas en étage comme tantôt la représentation des nombres, mais qui est plutôt une notion qui est éclatée dans laquelle, bien, pour faire une multiplication, par exemple, de fraction par un nombre entier, bien, je peux utiliser la technique opératoire, là, vraiment faire le numérateur fois l'autre numérateur, etc. Je peux faire la reconstitution d'un tout. Tu sais, je pourrais rapidement dire mentalement, là, même à vous, là, tu sais, si on fait une recette qui demande 1/3 de tasse, puis on se dit, il faut que je fasse x3, bien, vite, on va reconstituer un tout. On va se dire, ben là, j'ai dans le fond 3/3. 3/3, c'est 1, donc je vais prendre une tasse. Donc, la reconstitution de tout, c'est une autre façon de multiplier une fraction par un nombre entier. Et on peut faire l'addition répétée. Dans l'addition répétée, dans ce cas-ci, moi, j'ai choisi de vous faire l'addition répétée des tout. Donc, j'ai copié-collé l'ensemble de la fraction avec le tout. Mais quelqu'un pourrait décider, par exemple, dans un autre domaine où on serait
en menuiserie. Et avec les élèves, on se dirait, bon, mais là, maintenant, j'ai ma règle. Et là, pour faire cette partie-là de mon travail, j'avais besoin de 8, là, on serait comme en quart. Là. J'aurais besoin d'un quart de pouce. Mais quand je veux le faire 12 fois, il n'y a personne qui va additionner un quart de pouce plus un quart de pouce. On va tout de suite juste prendre la part, prendre le quart, puis se dire, bon, bien, un quart, deux quarts, trois quarts, un quart, deux quarts. Donc, on va additionner juste la part et non pas le tout, comme là, on vient de le faire. On peut le faire par bond. On pourrait très bien se dire, ben là, j'ai 2 sixièmes. Bon, mais là, je le veux 4 fois, donc je vais faire 2, 4, 6, 8. Donc, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs stratégies pour le faire. Et là, on est vraiment dans un apprentissage où, bien, selon ce qui va m'être demandé de faire, est-ce que ça va être pour une recette, justement, plutôt de la mesure ou quoi que ce soit, bien, je ne vais pas utiliser la même technique. Et même pour une recette, là, on a utilisé cette technique-là, puis elle fonctionnait très bien. Mais si j'avais eu à mesurer 6 tasses et 3 quarts et je veux la faire 24 fois, il n'y a aucune chance que nous, on se dise, ben oui, c'est une bonne idée de la multiplier 24 fois. Tout de suite, on serait allé chercher une autre stratégie. On aurait probablement dit, ben, je vais commencer par multiplier mon nombre entier, donc 24 fois X. Puis après ça, je vais aller multiplier ma fraction. Donc, toutes ces stratégies-là mènent à des choix que l'apprenant doit faire. Et pour qu'il les fasse, il faut que nous, on en soit conscient et qu'on soit capable de le verbaliser et d'expliquer de façon concise une façon de faire pour qu'il aille l'expérimenter longuement. Allons-y un peu avec la mémoire. Il existe plusieurs processus de mémorisation selon le type d'information qu'on va vouloir enregistrer. Par exemple, le circuit cérébral qui est sollicité pour apprendre des formules mathématiques n'est pas le même que pour mémoriser, par exemple, l'anatomie du corps humain. Cependant, tous les apprentissages requièrent les mêmes étapes et exigent ceci. D'abord, porter attention de manière engagée et soutenue. Comme on vient de se dire, pour être engagé et soutenu, oui, la matière doit être intéressante, mais ça doit aussi, la durée doit aussi respecter la capacité d'attention et d'engagement. Être disponible, donc, pour recevoir l'information, l'enregistrer et l'organiser dans la mémoire, donc faire l'enregistrement. La stocker dans la mémoire à long terme, donc la consolidation, puis y accéder de façon efficace, si possible, au moment voulu, ce qui est la récupération. La réception de l'information, c'est donc une étape cruciale dans l'apprentissage et c'est notre 8 à 10 minutes d'attention de départ, en fait, qui est le plus... qui est l'élément central, en fait, qui commence le processus de mémorisation. Lorsque nous portons notre attention sur quelque chose, que ce soit pour réfléchir ou écouter ce qu'un ami nous dit, on en tire une information qu'on place dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est une boîte qui maintient dans notre tête l'information qui est reçue afin qu'on puisse nous la traiter et donc raisonner. Réfléchir à l'information reçue, l'analyser, lui donner un sens, ça se passe dans notre mémoire de travail. Au bout de ce processus-là, soit qu'on enregistre l'information ou qu'on ne l'enregistre pas selon sa pertinence. Exemple concret ici, donc on a une situation de vie amicale ou conjugale où l'homme dit « Aurais-tu envie d'aller faire une randonnée en montagne dimanche prochain? Sinon, on pourrait faire du vélo sur le bord de l'eau. Il annonce du beau temps. » Dans la mémoire de travail, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc, aller faire une randonnée, quoi? Ou en montagne. Quand dimanche prochain? Ah, il y a un choix. Sinon, on pourrait faire du vélo ou sur le bord de l'eau. Ah, il me donne l'information supplémentaire, il annonce du beau temps. Toute cette analyse-là me permet de répondre oui, du vélo, ce serait bien. J'ai fait un choix, j'ai analysé l'information. Ce qui arrive dans trop de familles, la même phrase est lancée, mais en même temps, arrivent d'autres distractions. Donc, si on place trop de données dans notre mémoire de travail, elle va déborder. Et quand elle déborde, les informations ne se rendent pas à l'étape de l'enregistrement, elles se perdent dans un trou noir et donc ne sont pas utilisées pour notre analyse. La capacité de notre mémoire de travail est limitée. Dans un monde idéal, notre mémoire de travail pourrait recevoir à tout moment une nouvelle information d'un ami, d'un professeur, mais dans la vraie vie, on est assailli de distractions. Donc, ici, la personne est en train de regarder ses textos pendant que son amoureux lui parle.
Et donc, pendant qu'il lui parle, elle retient aller faire une randonnée ou en montagne. Ah, là, il me parle de sur le bord de l'eau. Il annonce du beau temps parce qu'elle a des distractions externes. Ici, le courriel, le texto probablement. Et des distractions internes. Ah, demain, j'ai un examen. Ah, est-ce que j'ai répondu à la maman d'une telle? Ah, est-ce que le petit Louis avait cette boîte à lunch-là aujourd'hui? On pense à autre chose. Ce qui fait que la réponse va être « Ah, c'est quand ça? » Parce qu'il y avait trop de choses qui sont rentrées en même temps. On pourrait peut-être faire du vélo et dimanche prochain est parti. Il est donc souhaitable de proposer des enseignements en limitant au maximum les distractions possibles des élèves. Distractions externes, bruit, mouvement, chaleur, livres, jeux, etc. Distractions internes, d'où l'importance du lien d'attachement, de prendre le temps de demander aux élèves comment ils vont, de régler les conflits, les enjeux qui les tracassent, pour que pendant la période où on enseigne, leur mémoire de travail soit disponible à recevoir et à analyser l'information qu'on va leur donner. La répétition est donc un des processus les plus importants pour transformer le temps en apprentissage. Le principe de la répétition, ce n'est pas nouveau en enseignement, c'est la zone proximale de développement à l'œuvre, finalement. Comme on sait maintenant que la dynamique apprentissage-oubli, dont en tant qu'enseignant, on est témoin, mais aussi en tant qu'être humain, on est témoin, on oublie plein de choses, et c'est un septembre normal, puis d'une certaine non-linéarité dans le processus d'apprentissage. Or, les élèves n'oublient pas vraiment ce qu'on leur a enseigné. Ils n'ont peut-être pas encore tout simplement appris comment le mettre en application. D'où les règles de grammaire qu'on connaît par cœur, qu'on a enregistrées, mais qu'on ne sait pas encore comment mettre en application, comment faire. Donc, si on veut mettre en application des connaissances, on doit allouer du temps pour le faire parce que la répétition va au-delà de la mémorisation. J'ai mémorisé, un peu comme au secondaire, quand tout le monde levait la main pour dire le participe passé avec avoir s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, c'est les placés, et que là, après, on arrivait puis on ne faisait pas. Ma mémoire s'en rappelle, mais je ne peux pas faire ce geste-là, par contre. Exemple concret dans notre vie quotidienne, la voiture. La première fois qu'on va quelque part versus la 100e fois qu'on se rend à l'école, notre lieu de travail. Moi, quand je vais à l'Université de Montréal maintenant, je peux écouter la radio, parler au téléphone avec une collègue, gérer les 3 enfants sur la banquette arrière, tout va bien. S'il arrive un moment où c'est fermé, il est écrit « détour ». Première réaction, je ferme la radio. Là, les enfants, là, j'ai vraiment besoin de beaucoup de concentration. Là, s'il vous plaît, en arrière, là, on ne fait plus de bruit. Là. Et là, je me mets en mode alerte. Je dois lire les panneaux, comprendre ce qui se passe, regarder autour de moi, qu'est-ce qui arrive. Donc, répéter tout le temps la même chose, ça devient sécurisant et on est capable de le faire. Plus je vais devenir à l'aise, plus je vais être capable, lorsqu'il va surgir un élément perturbateur, de mobiliser mes connaissances, parce que je suis capable de me rendre à l'université même s'il y a un panneau et un détour, mais j'ai besoin d'aller mobiliser d'autres connaissances, d'autres savoirs que de me mettre sur mon pilote automatique comme les Britanniques après 10 minutes. C'est la même chose pour les élèves. Donc, la répétition qui consiste, par exemple, à conduire régulièrement d'un endroit à un autre rend l'itinéraire très familier. On peut pratiquement le faire les yeux fermés. Et on peut créer ça chez nos élèves en utilisant des stratégies, des structures, des langages qui sont répétitifs en salle de classe. Donc, si on veut que les élèves assimilent des stratégies qu'on leur enseigne et qu'elles deviennent pour eux des habitudes, qu'ils soient capables de les faire facilement, ça ne va pas se produire en le faisant une fois de temps en temps puis en le reprenant jamais. La base derrière ça, c'est que pour apprendre, il faut commencer un projet et le finir, puis en commencer tout de suite un autre. Si je me rends à l'université une fois par année, je n'aurai jamais l'aisance d'aller à l'université. Donc, les élèves qui écrivent 3 textes par étape ne se rappellent plus comment planifier un texte qui organiser leurs idées et c'est normal. Les élèves qui lisent peu et qui ne lisent pas dans des vrais livres, qui lisent seulement des extraits
oublient comment on commence une lecture de livre en faisant un survol, en se questionnant, en allant voir l'auteur. Les élèves qui ne pratiquent pas souvent l'ensemble d'une démarche de résolution de problème, bien, ils se souviennent très difficilement de comment on commence en lisant le problème, en surlignant les informations importantes. Pour devenir bon dans quelque chose, il faut commencer un projet, le finir et rapidement le recommencer pour que ce que j'ai appris la dernière fois de comment je le débute, je puisse le mettre rapidement en action et en pratique. Oui, d'accord. Maintenant, comment? Il y a plein de façons de faire de la répétition en salle de classe. La répétition de structure prévisible, le fait d'utiliser, par exemple, toujours des mêmes techniques ou des mêmes méthodes pédagogiques pour des notions qui sont similaires. Dans ma classe, dans ma vraie pratique professionnelle, moi, j'adorais travailler les régularités orthographiques par démarche active de découverte. En univers social, je faisais souvent des études de cas. En éthique et culture, on travaillait en projet. Cette structure répétitive-là favorise l'apprentissage à long terme et fait en sorte que les élèves peuvent concentrer toute leur attention sur le contenu qui est enseigné et non pas sur la façon dont on le fait. C'est un peu l'exemple des stagiaires qu'on accueille dans notre classe et qui veulent faire des nouveaux projets qu'ils ont appris, par exemple, à l'université, puis que là, tout de suite, se disent « Ah, mais ça ne fonctionne pas, les élèves, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas fait comme mon enseignant à l'université me l'avait dit. » Ben non, c'est peut-être la première fois qu'ils font ce type d'activité-là. La première fois que je fais un type d'activité, la première fois que je joue au badminton, là, je ne suis pas en train de me dire « Oh mon Dieu, je suis bonne, je vais améliorer mon smash. » Je suis juste en train de me dire « Ah, c'est quoi déjà les lignes sur les côtés? Là, quand je fais mon service, j'ai-tu droit à la ligne du fond? Je n'ai pas le droit à ma ligne de fond. » Donc, les premières fois qu'on fait une méthode pédagogique avec nos élèves, ils sont concentrés sur bien, c'est quoi les attentes de ma prof? Là, faut que je participe, faut pas que je participe parce que je lève ma main, je ne lève pas ma main. Est-ce qu'on va travailler en équipe? Plus j'utilise des structures répétitives, plus ils vont être à l'aise avec cette façon-là de procéder et plus ils vont pouvoir concentrer leur mémoire de travail sur le contenu que je vais leur enseigner. La répétition au fil de la journée. La répétition, en fait, l'idée de réinvestir, hein, on se dit souvent pourquoi les élèves ne font pas assez de liens entre ce qu'on enseigne, pourquoi ils ne réinvestissent pas, par exemple, ce qu'on a vu en lecture quand ils sont en train de lire en univers social. On aimerait ça que par eux-mêmes, lorsqu'ils commencent une lecture, ils se disent « Ah, mais même si je suis en sciences, je vais faire un survol, je vais aller lire les grands sous-titres. » Ça ne se fait pas automatiquement. Il faut le faire pour eux au départ pour que ça devienne une habitude. La répétition au fil de la journée, c'est donc le fait de nommer aux élèves. Bien là, on va lire un texte en univers social. J'aimerais ça savoir, parmi toutes les stratégies de lecture qu'on a, là, quelles stratégies on va pouvoir utiliser aujourd'hui en univers social et de les nommer explicitement, ces stratégies-là, les modéliser dans d'autres contextes finalement. La répétition de phrases clés. Un moyen qui a été quand même bien validé, notamment par l'équipe de Schwartz, est le fait d'avoir des phrases clés qui vont inciter l'élève à porter son attention sur un élément précis. On ne peut pas empêcher nos élèves de divaguer un peu. Je ne peux pas, moi, en ce moment, vous empêcher de divaguer un peu dans votre tête, même si j'essaie d'être intéressante. Donc, ce n'est pas parce qu'on essaie d'être intéressant et qu'on respecte tout ça que nos élèves ne vont pas, de temps en temps, penser complètement autre chose. L'idée d'avoir des phrases clés, c'est l'idée de créer chez nos élèves un deuxième sens qui dit « Oh, là, ça va être important. » Par exemple, chaque fois que j'enseigne, par exemple, une nouvelle notion, commencez par « Aujourd'hui, je vais vous enseigner à multiplier un nombre entier par une fraction. » Quand mes élèves sont en train de divaguer et qu'ils entendent « Aujourd'hui, je vais vous enseigner, je vais vous apprendre à… » Oh, là, il y a comme un OK, attends, là, ça va être important, là, ce qu'elle va dire. Donc, d'avoir des phrases qui reviennent, des phrases répétitives dans notre enseignement, aiderait les élèves à mobiliser leur attention au bon moment dans notre enseignement. Si pour vous, l'étape de la démonstration est importante, puis vous dites « Ah, j'ai beaucoup d'élèves là, qui apprennent bien », d'avoir, à chaque fois que vous allez faire une démonstration, un modelage, une phrase qui dit « Regardez comment je vais faire » ou « Soyez attentifs ». Donc, d'avoir toujours la même phrase va soutenir. La répétition au fil de la journée, on en a quand même un peu parlé tantôt. On sait qu'ils ont du mal à réinvestir leurs notions.
Ce qu'on se disait aussi, c'est de réinvestir des notions qui sont précises. Réinvestir des stratégies, c'est une chose. Réinvestir des notions qui sont précises. Hein, on a appris des régularités orthographiques sur les mots qui se terminent en « o ». On a vu, par exemple, que 97% des mots qui se terminent par le son « o » s'écrivent « e-a-u ». Aujourd'hui, vous allez voir que dans notre situation de problème en mathématiques, on parle de bateau, de marteau et de ciseaux et de radeau. J'aimerais vraiment ça que quand vous allez écrire vos réponses, vous portiez l'attention et que vous essayez de vous rappeler comment donc se terminent les mots qui finissent en « o ». Donc, de le nommer explicitement, même quand c'est très précis. Un autre principe qui est intéressant sur la mémorisation, c'est l'apprentissage espacé. Les recherches montrent qu'on retient 2 fois plus d'informations lorsqu'on revoit des notions ou qu'on étudie une notion sur de courtes périodes, entrecoupées de longues pauses, qu'en une seule séance ou en plusieurs séances très, très, très rapprochées. Donc, lorsque nous espaçons les séances, on fournit des efforts pour aller rechercher l'information qu'on a apprise. Et cet effort-là pour aller récupérer l'information emmagasinée est bénéfique sur mon apprentissage à long terme, sur la durabilité de ce que je suis en train d'apprendre. Lorsque je veux travailler, par exemple, des mots de vocabulaire avec des enfants, puis que je le fais pendant une longue période sans arrêt, l'apprentissage devient passif parce que les efforts pour récupérer ce qui a été appris, finalement, c'est pas mal dans la mémoire de travail, puis j'y ai accès très facilement. Alors que d'aller récupérer de l'information que j'ai apprise la veille ou l'avant-veille me demande un effort supplémentaire. Il existe quand même des délais qui sont prescrits par certaines recherches qui doivent être ni trop courts ni trop longs. En effet, si le délai est trop court, le cerveau ne fait pas assez d'efforts lors de la révision, ça nuit à la mémorisation. Et si le délai est trop long, les apprentissages risquent d'être déjà oubliés d'une séance à l'autre. Donc, il faut recommencer à zéro. On sait que les premières séances d'apprentissage doivent être collées. Donc, lorsque les élèves ont atteint le niveau que nous, on souhaite, on devrait travailler ce niveau-là de façon collée pendant 1, 2, 3 journées. Puis, espacer, ne pas le faire pendant une journée et le refaire après. Et avoir un plus grand espacement, le refaire une fois, un plus grand espacement, le refaire une fois, attendre une semaine, le refaire une fois, attendre 2 semaines, essayer de le récupérer. C'est un peu l'idée du programme spiralaire qui revient sans cesse. Parce que dans notre cerveau, on a des cellules qui ont le travail d'éliminer l'information qui n'est pas utile. Parce que par chance, on ne retient pas dans la vie toutes les informations que notre cerveau capte. Ça ne sert à rien qu'en ce moment, votre cerveau retienne à long terme mon nom, comment je suis habillée, toutes les personnes que vous voyez à l'écran. Ça ne sert à rien. On a donc des cellules gliales qui servent à faire le ménage et à garder ce qui est important de garder. Exemple ici, cite-moi 3 exemples de prix Nobel de la paix. Il dit, OK, oui, Nelson Mandela, Malala Yousafzai et... attends un peu, là. On est ici dans le processus de la répétition. Hein? Les connexions ici étaient solides. Prix Nobel de la paix, il y avait des connexions qui étaient solides avec les 2 autres, car les informations sont répétées. On entend souvent parler dans les médias de Nelson Mandela, de Malala, etc. Marty Ahtisaari, qui était son autre réponse, on n'entend pas beaucoup parler dans les médias. Ça fait probablement longtemps qu'on n'a pas entendu. Donc, il y a une gentille cellule gliale qui a fait le ménage et qui a coupé et qui s'est dit, ça, c'est pas important. Donc, l'apprentissage espacé, ça permet de garder nos neurones connectés pour que les cellules gliales ne choisissent pas d'enlever ces systèmes neuronaux-là parce qu'on ne les utilise pas assez. Tout ça, c'est un peu l'idée de la forêt, là. Quand on va chercher une information, on fait un chemin neuronaux X. Donc, un peu comme tantôt l'exemple que je vous donnais, quand on se disait « Ah, si dans 2 semaines, je vous demande d'où vient la pomme, la noix de cachou », probablement que dans votre cerveau, vous allez réfléchir à « Ah oui, j'étais sur Zoom, c'était à l'école en réseau, c'était la conférence d'ouverture, elle avait donné un exemple sur la zone proximale de développement, puis elle avait raconté ça. » On est un peu dans une grosse forêt, là. Votre cerveau va faire énormément de liens pour arriver à cette connaissance-là. Chaque fois, par contre, que vous allez refaire ce lien-là, la 2e fois qu'on vous demande, c'est les pommes de cachou, là, ça vient d'où le cachou? Là?
vous n'allez pas devoir tout refaire ce lien-là. Vous allez aller plus rapidement à l'information. Et plus vous allez le refaire, vous allez vous créer un chemin de campagne, un chemin de brousse, une autoroute, tout dépendant de combien de fois vous allez aller rechercher cette information-là. Donc, c'est la même chose pour nos élèves. Quand on leur enseigne quelque chose une fois, pour s'en rappeler, leur chemin neuronaux est excessivement compliqué parce qu'ils se rappellent de plein d'éléments contextuels. Alors que plus on va utiliser la répétition et l'apprentissage espacé, plus ce chemin-là va devenir direct et donc efficace. Petite activité de mise en contexte. Si je souhaite, par exemple, améliorer la qualité des textes de mes élèves d'un point de vue de l'orthographe, vraiment le dernier critère d'évaluation. Je suis ici dans un savoir qui est mobilisé tout en même temps. Là. Je dois à la fois mobiliser mes connaissances sur le processus d'écriture, sur mes stratégies d'écriture, sur mes connaissances en syntaxe, en grammaire, etc., pour arriver à produire un texte. Donc, je pourrais vous dire que afin que vous puissiez écrire plus facilement vos textes sans chercher énormément de mots dans le dictionnaire, on va découvrir aujourd'hui une nouvelle régularité orthographique qui renvoie aux mots qui se terminent par le son « war ». On a vu plein de régularités orthographiques. On en a vu qui étaient dans la catégorie des presque toujours. Hein? Comme je vous disais tantôt, les mots qui se terminent par « o », c'est EAU à 97 %. Ou les mots en « hanche », c'est tout le temps A-N-C-H-E, sauf 2 seulement. Les verbes qui se terminent en « entre », c'est E-N-D-R-E. Les mots en « et » avec « AI », c'est 99 % des mots là, que AI. E-I, c'est très, très rare. Là. C'est seulement 1 % des mots de la langue française que c'est E-I. Donc, ce que je vais vous demander, en fait, dans les prochaines minutes, c'est d'utiliser ces premiers mots-là, ce premier corpus-là, pour aller voir est-ce qu'il n'y a pas une régularité orthographique avec les mots qui se terminent en « war » que vous pourriez faire. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais mettre dans la conversation. Donc là, je vais le mettre tout de suite. Donc là, on va voir si je vais peut-être vous le renvoyer. Quand vous allez arriver dans votre salle de travail, je vais vous le renvoyer à ce moment-là. Si vous êtes dans les équipes de 1 à 20, pesez sur 1 à 20. Et là, je vais vous le repartager, mais je vais vous partager mon écran. Et si vous êtes dans les autres équipes, pesez sur l'autre. Quand vous allez arriver, je vais vous demander de cliquer et d'aller sur le site Internet, par exemple, si je suis dans l'équipe 1 à 20, et d'aller ici. Si je suis dans l'équipe 8, allez jusqu'à équipe 8. Vous avez le premier corpus et je vous demanderai donc en équipe d'essayer de trouver des régularités dans ces mots-là en les déplaçant, en écrivant des nouvelles, des catégories si ça vous aide, en travaillant en fait pour essayer de voir quelle serait la façon la plus facile de me rappeler sans avoir à chercher dans le dictionnaire chaque fois si les mots qui se terminent en « war » prennent un « e » ou n'en prennent pas. Donc, je vous propose de prendre environ 8 minutes pour faire ça. Sophie, si tu veux, tu vas pouvoir ouvrir les équipes. Mais tout de suite après, je vais vous renvoyer le lien lorsque vous allez tous être en équipe pour être certaine de ne pas revivre ce que vous avez vécu tantôt. Et si jamais vous vivez une problématique technique, vous pouvez faire « j'ai besoin d'aide », puis nous, on reçoit un message, puis on va pouvoir aller vous voir pour vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à le faire. Est-ce que ça vous va? On y va et on revient ensuite pour la conclusion. Donc, ce que vous êtes… Et là, je voyais un peu là, dans justement le Jamboard, là, je voyais les mots qui se promenaient d'un côté et de l'autre. C'est l'objectif, hein, ça sert à ça, la régularité orthographique. Pour aller plus rapidement, on pourrait donc, avec les élèves, travailler sur le fait que les mots en « war » ont différentes régularités. On pourrait aller les vérifier avec un deuxième corpus. Par exemple, tous les noms féminins se terminent par « OIR-E ». La très grande majorité des noms masculins se terminent par « OIR ». Tous les adjectifs qui se terminent en « war » au masculin et au féminin, c'est « OIR-E », sauf « noir » quand il est au masculin. Et tous les verbes qui se terminent en « war », sauf « boire », « croire » et « à croire » ou « reboire ». Donc, juste « boire » et « croire » finalement. Donc, tantôt, on a parlé des régularités, par exemple, qui étaient
presque toujours, ben, on a des régularités, par exemple, qui sont selon les classes de mots. Donc, les adjectifs en eux, qui font euse, prennent toujours un X. Les verbes qui commencent par en, les verbes qui se terminent par andre, c'est tout le temps un NDR. Ben, on pourrait aller ajouter que les mots qui se terminent par war ont aussi des normes. Le fait de travailler comme ça et de leur présenter des tableaux d'ancrage va permettre, en fait, aux élèves d'aller mobiliser ces connaissances-là. Par contre, il ne suffit pas de les afficher puis de les avoir travaillées une fois. Ça veut donc dire que si là, je viens d'ajouter les mots en war, bien, dans les prochains jours, dans mes phrases dictées du jour, dans mes activités, je vais leur faire remarquer les mots en war. Je vais leur faire juste avant d'aller à la récréation, quand il me reste 2 minutes, je vais leur demander un mot qui désigne un meuble de rangement qui finit par war, ça serait quoi? Ils vont dire un armoire. Bon, mais ça s'écrirait comment? L'infinitif présent du verbe conjugué faut. Ah, falloir. Bon, mais falloir, ça s'écrit comment? Ah oui, c'est vrai, vu que c'est un verbe, ça va être au hier. Un synonyme de corridor, un couloir. Bon, mais un couloir, ça s'écrit comment? Et là, on va le faire. Donc, plus on va répéter, qu'on va le refaire et qu'on va le mettre, évidemment, en situation concrète, plus on va avoir de chances de pouvoir éventuellement l'enlever. Donc, ça ne sert à rien de laisser tous nos affiches tout au long de l'année. On les enlève au fur et à mesure que les élèves ont acquis quelque chose. Et quand on voit qu'il y a une petite régression dans leur processus d'apprentissage, on remet l'élément pour qu'ils puissent le voir. En conclusion, ce que je vais vous proposer pendant que je vous parle un peu de la conclusion, c'est d'aller en haut de votre écran, là où il est écrit « Options d'affichage ». On a fait des tests tantôt. Et de cliquer sur « Annoter ». Que tout le monde voit ça? Super. Ce que je vous demanderais pendant que je vous parle, c'est d'inscrire un ou des mots que vous aimeriez retenir de ce qu'on s'est parlé ce matin, de ce qu'on s'est dit, de ce que vous avez vécu. Donc, dans une police pour qu'on voit, mais ce serait bien, c'est ça, d'écrire un peu qu'est-ce que vous aimeriez en fait retenir. On sait que les connaissances sur le processus d'apprentissage peuvent nous permettre de faire certains ajustements dans nos pratiques professionnelles. Je répète que l'idée de la conférence de ce matin, c'est surtout pas de vous dire quoi faire ou de vous proposer de tout changer ce que vous faites déjà. L'objectif, c'est plutôt de vous partager différents savoirs sur l'apprentissage, sur la mémorisation, pour que vous puissiez réfléchir. Je vais essayer en même temps parce que là, on ne voit pas trop. Là. On dirait que tout le monde écrit à la même place. Ah! Voyez-vous ce que je vois? Oui, on dirait qu'on ne choisissait pas où est-ce qu'on écrivait. Notre zone de texte apparaissait à un endroit autre, mais un coup qu'on l'entrait, notre mot, tout ça en allait se passer. Attendez, je peux prendre sélectionner. Si je fais sélectionner, je vais pouvoir, je pense, peut-être en enlever un peu. On pourra faire aussi, Geneviève, à la suite de la rencontre, c'est reprendre les idées et les disposer sur un visuel qui sera intéressant. Ouais. Donc, on ne les perdra pas à ce moment-là et on aura toute l'information. On vous l'enverra. Moi, j'ai hâte de lire ce que vous voulez retenir. Donc, l'idée, ce n'est pas de tout prendre ça et de se dire, bon, mais là, demain matin, je vais juste enseigner des 8 minutes, puis là, je vais tout faire des 40 minutes de mise en pratique, puis je vais tout le temps faire ça comme ça. L'idée, c'est plutôt de voir ces différents savoirs-là sur l'apprentissage, la mémorisation, la répétition, etc. Qu'est-ce que ça apporte à vos pratiques que vous faites déjà? En quoi vous pouvez analyser ces nouveaux savoirs-là pour bonifier, modifier, ajouter, nuancer certains gestes professionnels? Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence ce matin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous ressortez d'ici avec certains éléments intéressants. Je mets dans le fil de conversation mon adresse courriel de l'Université de Montréal. Si jamais vous voulez des éléments supplémentaires, si vous voulez avoir des références, je vais envoyer évidemment toute la liste des références à Sophie pour que vous la receviez. Et si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, moi, je suis toujours très, très, très ouverte et disponible à vous lire, à vous répondre et à vous rencontrer.
Donc, je vous souhaite une très belle séance de transfert. Je vais laisser la parole parce que je n'ai aucune idée de ce que vous devriez faire à ce stade. Je ne sais pas si vous en allez en pause ou quoi que ce soit. Donc, je vais laisser les gens qui savent quoi faire le dire. Et moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci énormément, Geneviève. C'était très, très intéressant, très concret. Je pense que tout le monde, on a pu faire des liens et des connexions avec ce qu'on peut réinvestir demain dans notre quotidien, qu'on soit enseignant, conseiller pédagogique ou tout autre professionnel de l'éducation. C'était très inspirant. Donc, merci beaucoup d'avoir rassemblé, synthétisé toutes ces informations en aussi peu de temps et de nous avoir engagés aussi. Donc, par les activités, je pense que ça nous a nous-mêmes engagés comme apprenants. Pour la suite, on est rendu en effet à la pause, donc 15 minutes de pause avant votre prochain atelier, donc qui sera à 10 heures. Vous avez déjà reçu les liens. Si jamais vous ne les avez pas, vous n'hésitez pas à envoyer un courriel info@eer.qc.ca ou encore à rester dans cette salle-ci. Alors, la présente salle va être ouverte toute la journée et il y aura quelqu'un de l'équipe qui pourra vous soutenir si vous avez des questions ou même des idées d'activités en réseau qu'on pourra vivre. Alors, on vous souhaite une belle suite pour la session de transfert qui est déjà fort bien entamée.